Nous sommes tous multifacettes et nous avons tous une histoire à raconter. Vous écoutez Entretien avec un dentiste, le podcast qui va à la rencontre des personnalités inspirantes du monde dentaire. Je vous propose de venir avec moi écouter des personnalités engagées, passionnées, dont le parcours est surprenant ou atypique. L'objectif est de mettre en lumière des femmes, des hommes qui ont réussi à conjuguer leur vie professionnelle et leur passion, qui se sont investis à 100% dans leur carrière ou qui ont osé tout quitter pour changer de vie. Dans une société de plus en plus digitalisée où la cadence s'accélère de façon vertigineuse, questionner les différents regards, prendre le temps d'écouter l'autre nous donne des clés pour mieux se comprendre. Je suis Florence Etcheverry, chirurgien dentiste et ici votre hôte. Avant de vous présenter ma nouvelle invitée, je vous annonce la prochaine sortie d'un nouvel épisode vidéo podcast. Je me suis rendue à Clermont-Ferrand dans ma fac d'origine pour visiter une consoeur, maître de conférences et praticienne hospitalière. J'y suis allée au mois de juillet, ce fut une journée riche en émotions pour plein de raisons et j'ai hâte de vous faire découvrir le clip et l'épisode. Mais pour le moment, place à mon invitée. Yana est russe, elle a passé toute son enfance et son adolescence à Moscou. À 16 ans, elle arrive à Montpellier et la même année passe son bac. Elle s'oriente vers médecine, mais sa mère et son beau-père repartent à Moscou et livrée à elle-même à seulement 17 ans, elle ne réussit pas à travailler et rate le concours une seconde fois. Elle décide alors de tenter celui de sage-femme qu'elle obtient. Je ne vais pas tout vous raconter dans l'introduction, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui Yana est chirurgien dentiste à Copenhague, qu'elle a fait ses études et exercé des métiers de sage-femme et de chirurgien dentiste dans 2 pays très différents en termes de prise en charge de la santé, le Danemark et la France. Et ça lui donne un regard très intéressant à la fois sur l'enseignement et le système de soins français. Un épisode qui traite à la fois de reconversion et d'expatriation, de sujets d'actualité dans notre profession, où l'on sent un mal-être grandissant ces dernières années, notamment depuis l'apparition de la nouvelle nomenclature. Je vous souhaite maintenant une très bonne écoute en compagnie de Yana. Bonjour Yana. Bonjour. Dis-moi Yana, c'est quelle origine ton prénom ? Alors moi je suis née en Russie et donc je suis arrivée en France, je sais plus, mais je pense que j'avais 16 ans, donc c'est d'origine russe. Et t'as passé toute ton enfance et ton adolescence où en Russie ? Alors j'ai passé mon enfance et mon adolescence à Moscou et puis après donc j'ai déménagé à Montpellier et j'ai vécu à Montpellier de nombreuses années et puis après je suis partie à Paris et en 2002 j'ai rencontré mon mari qui est danois et donc on est parti au Danemark en 2003. Et t'as des souvenirs de toute ta période que t'as passée à Moscou ? Ils faisaient quoi ? Oui, bien sûr. Tes parents faisaient quoi ? Alors ma mère, une partie de sa vie était ingénieure et puis une autre partie ne travaillait pas. Et mon père est professeur en économie à l'université de Moscou. Et c'est quoi qui a fait que vous vous êtes retrouvés à Montpellier ? Et ma mère en fait a rencontré quelqu'un donc qui était français qui habitait à Montpellier, donc il a divorcé et puis est parti avec lui. Et toi, tu l'as vécu comment ce changement de pays ? Au début, mal, forcément, l'adolescence, tout ça, les amis, mais puis au final, écoute, au final, je considère la France comme mon pays parce que je suis devenue adulte là, donc tu sais, je connais plus du tout le système, à Moscou, tu vois. Je sais comment fonctionne la Sécu, je sais plein de choses sur l'administration, tout ça en France. J'ai aucune idée comment ça se passe à Moscou. Et pour apprendre le français ? Alors le français, j'avais commencé à l'apprendre quand j'étais depuis ma plus tendre enfance parce que mes enfants voulaient qu'on parle, moi et ma sœur, qu'on parle plusieurs langues. Donc on avait commencé à apprendre le français et l'anglais d'ailleurs. Et ma sœur, elle vit en France aussi, elle vit à Mulhouse, ouais, elle enseigne à l'école d'infirmières. D'infirmières, ouais. Donc quand t'es arrivée en France, t'as très vite parlé très bien la langue ? J'étais un peu obligée parce que c'était pas le même système scolaire et donc j'étais arrivée en fait en terminale donc et je voulais absolument avoir mon bac et pas perdre d'année. Donc j'ai passé mon bac, pas que le bac français mais le tout juste l'année de mon arrivée plus ou moins. Donc j'avais 16 ans. Ah ouais. Et bac scientifique ? Oui. Oui.
tout à fait. À l'époque, c'était C. Tu sais, physique, chimie, Ouais, mais maths, physique, chimie. c'est ce que j'ai fait aussi, ouais. Mais Ouais. finalement, la filière C, c'était plutôt pour s'orienter majoritairement vers des études maths sup, maths spé, ingénieur ou fac de sciences. Mais finalement, la santé, c'était plutôt le bac D, tu vois. Ouais, bah écoute, moi je venais d'une filière comparable, donc c'est ce que j'ai fait, quoi. Mais toi, Voilà. tu savais que tu voulais partir plutôt sur de la santé? Oui, parce que en fait j'avais une amie à Moscou qui faisait ses études de médecine, et donc je m'étais dit ah bah écoute que j'allais faire ça. Le problème aussi c'est que bah je connaissais pas vraiment mes possibilités en arrivant, hein, donc voilà. Et donc je m'étais dit que j'allais partir dans cette filière. Ma sœur était déjà infirmière, voilà, pour moi ça me paraissait tout à fait la voie sûre, on va dire ça comme ça. Après, à 18 ans, c'est déjà pas facile, quoi, de savoir quel métier tu veux faire. À 16 ans, C'est en ça. arrivant, en venant d'un autre pays, en découvrant une autre culture, Non, ça, mais j'étais une enfant, quoi. Enfin, il faut pas se voiler la face, hein. Je veux dire, j'étais une enfant, j'étais absolument pas mature. Bon, j'ai pas eu beaucoup d'aide pour le choix des filières, mais c'est pas grave. Écoute, moi, je suis très reconnaissante pour la vie que j'ai eue, hein. Donc, pour tous les choix finalement que j'ai faits, m'ont amené là où je suis et je suis bien là où je suis. Donc, c'est que c'était les bons. donc il y a eu plein de rebondissements hein, dans ton parcours Et et dans oui, ta vie. c'est ça, on peut le dire. Et donc là, à 16 ans, t'obtiens le bac et là, tu pars en première Et année de médecine. de médecine, voilà, et donc que j'ai raté, pas de beaucoup, mais que j'ai raté. En fait, faut dire aussi que mes parents enfin mon beau-père et ma mère sont repartis à Moscou à l'époque parce que mon beau-père a eu un poste diplomatique. Donc je me suis retrouvée toute seule en plus, tu vois, à 17 ans. J'arrivais pas du tout à gérer les deux. Je savais pas du tout, enfin, comment payer une facture, hein. Donc c'était vraiment pas très facile à l'époque. Et donc là, j'ai fait j'étais rentrée en deuxième année. Je crois que c'était la biochimie, mais franchement, je m'en souviens plus trop. Parce que je suis pas beaucoup allée. J'avais décidé en cours d'année de passer le concours de sage-femme. Parce que j'avais une copine qui voulait faire sage-femme. Alors, Je l'ai pas... juste parce que, en fait, si tu veux, ça a tellement changé depuis, parce que je pense qu'en fait, on était à peu près la même génération. Et ça a quand même pas mal changé, donc juste resituer, parce que s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont là au Passe-Las, ils vont plus rien comprendre. Alors, à l'époque, c'était séparé, hein. Voilà, c'était séparé. À l'époque, il fallait, à la fac de médecine, tu y rentrais pour faire médecine ou dentaire. Voilà, exactement. Et puis, le reste des professions, comme ça s'appelait paramédical ou médical, c'était des écoles avec des concours séparés. Donc on n'avait pas de tronc commun. Donc toi, tu passes ta première année de médecine, tu la loupes de pas très loin. Et donc tu te représentes pas une deuxième fois, c'est ça? Non, si, je me suis représentée une deuxième fois. Et là, c'est là où je m'étais retrouvée seule à Montpellier, parce que mes parents étaient partis. Voilà. Et donc là, j'avais pas réussi à travailler, pour être honnête. J'étais un peu seule, quoi. Et donc là, donc je l'ai raté une deuxième fois et je suis partie en DUG scientifique. Je sais plus si c'était chimie, biochimie, mais c'était un truc dans le genre. Écoute, c'était il y a quand même longtemps. J'avais 17 ans, donc j'en ai 44 aujourd'hui. Et puis en cours d'année, j'avais décidé donc de passer le concours de sage-femme que j'ai eu. J'étais arrivée, je sais plus, mais j'étais arrivée haut sur la liste. Et donc j'étais rentrée à l'école de sage-femme de Montpellier, et j'étais devenue sage-femme. Après l'obtention de mon diplôme, je suis partie à Paris parce que je voulais changer d'air, j'avais pas vraiment d'attache. Et à Paris, pendant une de mes gardes, j'ai rencontré donc mon mari. À l'époque, bien sûr, il n'était pas mon mari, hein. Il était étudiant en médecine danois qui était là en programme Erasmus. Et voilà. Et donc ça, c'était il y a une vingtaine d'années.
comment tu te débrouillais à ce moment-là? Alors, si t'avais pas, enfin, t'avais ta sœur qui était pas très loin, mais financièrement, matériellement, tes parents, ils t'aidaient? Enfin, Ouais. Ouais, ouais. mes parents m'aidaient. Mais enfin bon, quand j'ai commencé à travailler, je me suis débrouillée parce que j'ai travaillé beaucoup, je faisais plein d'intérim, donc du coup, j'arrivais à payer un appart et une voiture et tout ça, hein. Mais bon, je bossais sans arrêt à l'époque. Ouais. Et tes parents, ils en pensaient quoi de tout ça? Ils avaient un regard là-dessus, sur le fait de l'échec de Mes parents médecine? trouvaient que, enfin, n'aimaient pas trop le métier de sage-femme, on va dire ça comme ça. Ils trouvaient que c'était pas assez bien. Et toi, qu'est-ce qu'on a pensé de ce métier? Enfin, déjà des études. T'as pensé quoi des études de sage-femme? Hmm. À l'époque, écoute, j'avais trouvé que c'était dur hein, parce que tu sais, c'était le système où on était en stage le matin, cours l'après-midi. Enfin, j'imagine que les externes vont le reconnaître, en tout cas les externes en médecine. Euh, je trouvais que c'était très rigide, mais ça, je crois que c'est en général le système d'enseignement français. Tu sais, enfin, nous, ça a été dur pour nous, donc il faut que ça soit dur pour vous, quoi. Ouais. Ouais. C'est un peu ça la mentalité, c'est un peu voilà, c'est un peu rigide, mais bon. Ce que j'en ai pensé du métier, je trouve que c'est un beau métier. Moi, j'ai fait plein de trucs sympas finalement en étant sage-femme, parce que j'ai fait du SMUR pédiatrique, enfin j'ai fait de l'écho après, enfin donc ça a quand même des possibilités hein, qui sont sympas. Mais j'ai trouvé aussi que c'était extrêmement dur physiquement. Parce que mentalement aussi, certes, mais physiquement, faire une garde de 24 heures, dormir et repartir sur une garde de 24 heures, c'est quand même très très dur, hein. Il faut le dire. Surtout qu'en France, si tu as une garde de 24 heures, ben, il ne faut pas compter dormir plus qu'une heure ou deux. Hein. Donc, Ouais. Et ça dure combien de temps les études de sage-femme? Alors à l'époque, c'était 4 ans. Là, maintenant, je pense que c'est 5, avec le tronc commun. Donc, Mais c'est parce qu'en première année, en fait, il fallait qu'on apprenne tous les gestes que les infirmières peuvent faire, hein, puisqu'il fallait les sages-femmes françaises ont le droit de travailler en tant qu'infirmière aussi. Donc, on a fait... Et donc là, tu rencontres ton mari, lui, qui vient du Danemark. Oui. Il était interne en quoi? Il était externe, il était un Ah oui, il était externe. Erasmus. Ouais. Donc, il était externe, il était dans le service de gynéco-obstétrique, hein, forcément. Voilà. Et c'est quoi après? Alors, vas-y, explique-moi un petit peu la suite, parce que à quel moment t'as décidé que finalement c'était dentaire et que tu voulais te remettre dans le bain des études? Dentaire, ça a été, c'est un peu marrant parce que en fait, récemment, j'ai retrouvé une copine, d'ailleurs celle qui faisait médecine à Moscou, qui habite maintenant dans un autre pays. Et elle m'avait demandé ce que je faisais actuellement, donc j'avais dit dentiste. Elle m'a dit finalement tu l'as fait. Et je dis ah bon, qu'est-ce que ça veut dire? Et ben il paraît que quand on était gamine, eh bien je jouais que j'étais dentiste, tu vois, marrant. Ah ouais? Donc je m'en souvenais pas du tout d'ailleurs, mais bon. Et arrivé au Danemark, en fait ici le système de santé n'est pas tout à fait le même qu'en France. Donc pour les sages-femmes entre autres, il n'y a pas vraiment de privé. On travaille à l'hôpital, et c'est plutôt salle d'ac, suite de couches, voilà. Enfin c'est pas tout. Il n'y a pas d'hospitalisation à domicile, ce genre de choses, des offres qu'on a en France aussi pour les sages-femmes qui bossent dans le privé. Et moi, j'en avais vraiment, vraiment marre de l'hôpital et d'avoir des chefs, quoi. Moi, c'était vraiment pas mon truc. Et donc, je te coupe, mais t'étais toujours sur Paris quand on s'était rencontrés? Non, oui. non, je dis quand j'étais arrivée, à Paris, on avait commencé déjà à en parler avec à l'époque c'était mon copain, donc parce que moi je voulais devenir ma propre chef, et il m'avait dit pourquoi tu ferais pas dentaire alors? Et je m'étais dit quand même me retaper les études, je sais pas. Et puis après on est parti au Danemark, donc là il a fallu faire d'autres choses, on s'est mariés, on a fait des enfants, voilà. Mais j'avais quand même toujours cette idée dans la tête qui me trottait dans la tête, et je m'étais dit à un moment, j'étais enceinte de notre 3e enfant, et je m'étais dit bon ok, si je vais vraiment changer, c'est maintenant ou jamais. Et donc ici c'est un concours sur dossier.
Donc, j'ai présenté mon dossier et je suis rentrée à la fac dentaire en 2009. Donc ça, c'est à Copenhague. Ok. Ouais. En sachant que c'était un diplôme de l'Union européenne et qu'après, tu pouvais aussi t'installer dans toute l'Union européenne. Je me suis pas vraiment posé cette question, pour être honnête. Hein. Ouais. C'était vraiment, je voulais changer et c'était le métier vers lequel je voulais m'orienter, en fait. Donc, voilà. Donc là, combien d'années d'études en dentaire au Danemark ? 5. T'as trouvé des différences entre les études, l'enseignement danois et l'enseignement français ? Français, énorme. Alors, je dirais que le principal, déjà, l'hiérarchie ici, enfin, le pays n'est pas aussi hiérarchiquement organisé qu'en France. Donc, c'est beaucoup plus plat, si on peut le dire. C'est plus horizontal, quoi. Oui, enfin, bon, déjà on se tutoie avec les profs, hein, on les appelle par leurs prénoms, ils nous appellent par les prénoms. Mais ça, c'est la langue qui veut ça, ou il y a le vouvoiement existe Il y a le vouvoiement, mais en fait, la seule personne qu'on vous voit ici, c'est la reine, hein, mais bon, à part ça, voilà. D'accord. Donc, c'est les deux, je dirais. Et puis, mais c'est aussi la mentalité. C'est aussi, voilà. Et puis, la principale différence que j'ai trouvée, en tout cas, c'est que les profs ici, en général, sont là pour t'aider. Ils te le font comprendre. C'est-à-dire que tu viens, si tu as un souci, bah, tu peux très bien te pointer dans le bureau de n'importe quel prof. Il va prendre le temps de t'expliquer les choses que tu n'as pas comprises. Une autre différence est que quand on est à la fac, eh bien, on est considéré comme personne adulte et responsable. Donc, tu es responsable, en fait, de ton propre enseignement. C'est-à-dire que si je sais pas moi, si on prend la physiologie, bon, bah, il faut que tu apprennes la physiologie. Mais ça veut pas dire, on va pas te donner un livre que le prof X a écrit, qu'il faut que tu lises absolument, que tu apprennes par cœur. En fait, tout le monde s'en fout. Quel livre tu vas lire? Le truc, c'est qu'il faut que tu connaisses la physiologie humaine. Personne va te demander ce que le prof a dit en cours, parce que d'ailleurs, les profs vont pas traiter de tous les sujets, ils vont traiter des sujets qui les intéressent ou qu'ils trouvent difficiles à comprendre et donc qu'ils veulent bien expliquer aux étudiants un peu mieux, tu vois. Oui, ça laisse rêveur. Et tu t'as senti, il y avait du stress quand même aussi, tu vois, lié à la clinique, lié, je sais pas, à des quotas, à des résultats que vous deviez rendre. Alors, je dirais encore une fois, oui, non, bien sûr qu'il y a toujours le stress des examens. Enfin, je veux dire, ça, tu peux pas l'enlever, hein. Il y a toujours du par cœur. Bon, l'anatomie, tu l'apprends, hein. T'as pas trop vraiment le choix. Par contre, la clinique, bah, c'est pareil, c'est pas... Il y a max 8 étudiants par prof en clinique déjà. Donc, chaque étudiant a son propre fauteuil. Sauf pour certaines matières, on est 2 comme les pathologies orales, ce genre de choses, le plus de dentine. Et puis, si on n'arrive pas à atteindre ces quotas, eh bien, en fait, il y a les créneaux ouverts tout le mois de juin, je pense, jusqu'au mi-juillet, où les profs sont là pour qu'on puisse rattraper ces quotas. Donc, il suffit juste de venir et voilà. Donc, encore une fois, c'est un système qui est fait pour qu'on avance et pas pour nous refouler ou pour nous faire sentir qu'on ne connaît pas assez bien, quoi. Ouais. C'est vraiment ça. Bon, c'est vrai que tu as eu l'exemple des études de sage-femme que je connais pas et t'as pas vécu dentaire en France. J'ai des amis qui sont partis en France pour tu sais, un semestre. Ils étaient, ah oui. Et alors ils étaient un peu choqués. C'est bien de le dire. Non mais franchement, il faut le dire. Alors, j'ai eu l'occasion de faire un épisode qui est déjà sorti au moment où on se parle avec un ingénieur qui a 35 ans a choisi de se reconvertir et a intégré la fac de dentaire et avec sa vision d'adulte et de personnes qui arrivent en ayant vraiment choisi là où ils voulaient être et puis je veux dire à 35 ans on s'adresse pas à toi comme quand tu as 18 ou 20 ans et il a été choqué.
Ouais, il a été choqué. Et c'est vrai que c'est encore trop tabou. Et voilà, moi, j'aimerais aussi que le message passe et qu'il y ait une prise de conscience de ça, en fait. Alors, évidemment, ce qui est un peu dur, c'est que quand je dis ça et qu'il y a la plupart des enseignants qui m'entendent, je sais que c'est des enseignants qui font un travail que j'admire. Donc je veux surtout pas que ils se sentent visés par ça parce que c'est vraiment pas l'objet. C'est vraiment d'essayer de faire avancer les choses. Bah, écoute, moi je pense que c'est un petit peu le problème en général dans l'enseignement un peu en France. Encore une fois, bien sûr qu'il y a de super écoles, il y a de super profs et tout ça, je conteste pas du tout. Mais on entend quand même souvent les profs dire vous êtes nuls, vous n'aurez pas votre bac, vous n'aurez pas votre brevet, ou vous n'aurez pas votre concours. Moi, j'ai ma fille, ma Benjamin de 12 ans, là, quand il y a un de ses profs, parce qu'ils sont à l'école française, qui leur a dit ça, il lui a dit, mais monsieur, ça montre, si nous, on n'a pas nos tests, si on les passe pas, ça montre juste que vous êtes un mauvais prof. C'est bien dit, ça. En fait, c'est ça la mentalité danoise. Si tes élèves sont mauvais, c'est que toi, t'es pas bon en tant que prof. Et je pense que c'est surtout ça qui est un petit peu tabou parce que les profs en France, que ce soit dans les systèmes scolaires, universitaires, font un peu ce qu'ils veulent, ils décident un peu décident un peu de tout. Je pense qu'il faudra commencer à considérer que les gens qui sont à la fac sont quand même des gens adultes, ils sont quand même motivés pour en être arrivés là. Et que si un prof veut avoir du respect, il doit le même respect aux gens qui l'enseignent. Pour moi, c'est vraiment le b.a.-ba de l'enseignement. Et c'est vrai. Et après, donc une fois que tu as fini tes études, pareil, tu as une thèse à présenter. Oui, en fait, t'en as deux. Enfin, tu as une après 3 années, ce qui s'appelle ici le baccalauréat. Je sais que c'est pas le baccalauréat, ça correspond à la licence. Et après, tu as une thèse à présenter à la fin aussi. Et tu es resté bosser au Danemark suite à tes études? Alors, donc une fois qu'on finit ici, en fait, on n'a pas le droit, si tu veux, d'ouvrir un cabinet tout de suite. Il faut qu'on ait 6 mois, on travaille sous supervision, 3 mois dans le public avec les enfants, puisque les enfants ici sont suivis par les dentistes, les pédos, mais c'est les dentistes qui travaillent dans les écoles, c'est les cabinets qui se trouvent dans les écoles, qui sont publics, donc les dentistes sont salariés. Et 3 mois dans le privé, ou en tout cas ce qui correspond à un temps plein, 3 mois dans le privé et dans le public. Et donc j'avais commencé par travailler en pédo, parce que c'est très difficile de trouver des postes en pédo, donc j'étais super contente que j'en avais eu un. Et puis après, effectivement, j'ai travaillé dans le privé. Et puis après, Donc j'étais restée, j'ai fini en 2014 et on est parti en 2016. Donc j'ai travaillé 2 ans ici avant de partir en France, où j'ai aussi travaillé plus de 2 ans. Et puis on est revenu fin 2018. On va en parler de tout ça. Mais comment t'as fait pour gérer les années d'études? Parce que si j'ai bien compris, t'étais maman de 3 petites filles en bas âge. Alors à l'époque, oui. Ouais. Ton mari, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il était interne pour le coup. Non, il était en train d'écrire il était en train d'écrire son PhD, donc le doctorat. Ouais. Donc comment tu gérais tout ça? Écoute, c'était un peu hard. Les 2 premières années, en fait, j'ai commencé mes études, j'étais en congé maternité avec ma 3e. Donc, je la prenais avec moi à la fac parce qu'elle était nouveau-née et puis moi, je l'allaitais. C'était possible, ça? Ouais. Ça a posé aucun problème? Non, même il y avait des profs qui étaient ravis, qui venaient la prendre et la chouchouter et tout. Donc, alors tout le monde, donc bien sûr, il y a eu plein de blagues là-dessus parce que tout le monde disait qu'il fallait qu'elle devienne dentiste parce que vu qu'elle a fait presque toute la première année, voilà. Bon, je peux pas la prendre en clinique, bien sûr, mais voilà. Et, alors, à l'époque, ce qui était bien, c'est que mon mari travaillait juste dans un labo, juste en face de la fac.
Donc, quand il fallait que je sois là et que je ne peux pas la prendre, et ben, j'arrivais en courant au labo avec, je tirais mon lait, je lui donnais le bébé, puis je repartais. Voilà. Et puis, donc ça, on a fait pendant presque toute la première année. J'étais revenue au travail quand Eva, donc notre dernière, avait 10 mois. Et là, j'avais travaillé, en fait, j'avais pris, je prenais des gardes de nuit, les week-ends et tout ça pour pouvoir En sage-femme. faire la fac. Mm-hmm. C'est-à-dire que pendant quelques temps, tu as continué en intérim ou ton métier de sage-femme. Ouais. Et ça t'a mis le doute ou ça t'a conforté dans ton choix? C'est-à-dire que tu t'étais sûre ça m'a conforté dans mon choix. Hein. Mon mari fait toujours cette blague que quand je regarde des reportages sur les sages-femmes, là, en plein milieu de la nuit, et un accouchement, et il dit toujours, et ma femme dit, c'est bien que ça soit pas moi là. donc oui, ça m'a conforté dans mon choix de changer de métier. Ouais. Et tout le côté manuel, tu savais que c'était quelque chose qui allait te plaire? Oui, tout à fait. Ouais. J'ai toujours été celle qui soit faisait de la couture ou tricoter, broder. Bon, je le fais plus, mais quand j'étais plus petite et quand j'avais plus de temps aussi, voilà. Mais donc oui, je savais pas que c'était à ce point manuel, parce que après avoir suivi les cours de plus de dentiste, etc., bon, c'est là que tu apprends vraiment l'art dentaire, mais la fac c'est juste un avant-goût finalement. Ouais. Ah bah oui. Ouais. Et t'as eu des enseignants qui t'ont vraiment servi de modèle ou qui t'ont vraiment inspiré plus que d'autres? Oui, forcément. À la fac, on avait une qui s'appelle Ulla Pallesen, qui est vraiment une pointure en ce qui concerne la dentisterie esthétique. Elle publie énormément, etc. Donc ça, c'était, je trouve que vraiment elle fait un travail magnifique, l'a toujours fait. J'ai croisé un chirurgien qui, en fait, avant était infirmier et donc qui est maintenant chir maxillofacial, qui enseigne à la fac, mais qui a aussi son cab, qui en fait, qui donne plein de cours, fait plein de formations, des confs, etc., etc. Donc, mais je dirais que je me suis vraiment développée une fois que j'avais fini quand même. Ça, il faut aussi le dire. Et en sortant, tu t'es lancée dans des formations privées ou des diplômes universitaires? Alors, ici, il n'y a pas vraiment de diplôme universitaire. Ça, c'est un grand truc en France, mais pas du tout ici. Donc, ici, c'est surtout les formations et surtout des formations à l'étranger. Le Danemark était un pays quand même de petite taille. Ah ouais. Bah oui. Et puis les DU ici n'ont pas vraiment beaucoup de valeur. En fait, ce qu'ils reconnaissent ici, c'est surtout tes compétences. Donc, par exemple, dans le service de chir maxillofacial, les gens qui bossent, ils savent pas forcément s'ils sont, enfin, ils le savent, mais le service ne sait pas forcément s'ils sont médecins, chirurgiens ou s'ils sont dentaires chirurgiens. C'est-à-dire de formation dentaire. Parce que ce qui les intéresse, c'est la compétence. Donc, un de leurs chirs vraiment grands chirs qui opèrent toute la région tête et cou jusqu'au médiastin, c'est un chir-dent, c'est pas un médecin. Donc ici, voilà, c'est pour ça que non, moi, quand je suis sortie, je trouvais que j'étais pas très forte en endo, comme beaucoup d'entre nous, je pense. Comme partout. Alors, je pense que ça, c'est assez universel. Ouais, donc du coup, je m'étais lancée dans les formations d'endo et je m'étais dit que c'était peut-être ça que j'allais faire. Bon, finalement, c'est pas ça que je veux faire, et tant mieux. Ou tant mieux, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai pas envie de passer mon temps à chercher le MV2. Voilà. Et puis après, j'ai fait des formations, surtout que donc, je suis allée en France. Parce qu'en France, on a le choix est énorme en France. Donc, ouais, c'est vrai. Ouais. Et t'es allée faire quoi comme formation? Ou ici ou là-bas? En endo, t'as fait quoi comme formation? Alors, en endo, je suis partie à Londres faire à Royal King College, faire ça s'appelle les masterclasses. C'est 3 jours intenses d'endo.
avec les gens qui font sinon le master d'endo. Et puis, j'ai fait 2 jours avec un professeur norvégien. Enfin, il est italien, mais il a travaillé en Norvège, celui qui a fait le système FKG. Et puis après, voilà. Et puis quand j'étais arrivée en France, là, j'ai fait la formation de la SFE. Ah ouais, Ouais. qui est plus longue. Bah oui, parce que là, ça prend une année, hein, avec, Ouais. voilà. Donc après cette formation d'endo, enfin tu vois, j'essaie de suivre un petit peu, de raccorder les wagons au niveau de tes De mes allers-retours. allées, alors, bah écoute, moi j'étais restée en contact bien sûr avec des dentistes danois aussi. Et le grand truc dont tout le monde parlait, c'était l'occlusodontie. Et il y a comment je dirais ça, une des écoles d'occlusodontie, c'est l'académie de Dawson qui aux États-Unis, et donc qui a aussi son truc en Angleterre. Ils étaient venus donner les cours, le gars qui s'appelle Ian Bacron, qui était venu donner les cours donc à Copenhague. Et donc j'étais allée, j'ai pris l'avion pour venir le suivre à Copenhague, la formation. Ça m'a vraiment un peu changé la vie, parce que parce qu'en fait maintenant je travaille selon ces principes-là, hein. Donc ensuite j'ai fait plus de recherches là-dessus et j'ai suivi la formation GRF. Qui fait aussi un petit peu forcément la même chose. Oui, on est plus sur le gradient thérapeutique et c'est tout ce ça. qui touche à l'esthétique. Ouais. C'est ça. Et en fait, si tu vois, ce qui était marrant, c'est que quand j'étais arrivée à un premier cours, parce que j'avais fait les 2 années, si tu vois, parce que c'est sur 2 ans, moi je l'avais fait en 1 an. Et je me souviens, le premier cours, c'était sur un truc sur les compos. Et donc, une fois qu'on s'était tous présentés et que le cours était fini, il m'avait demandé si j'avais appris quelque chose. Et j'avais dit en cours sur les compos, j'avais dit pas vraiment, parce que ça, c'est ce que moi j'avais appris à la fac. Et ils avaient dit, ah bon, vous apprenez ça à la fac? Bah ouais. Donc, bien sûr, la stratification, bien sûr qu'on l'a apprise à la fac. Comment vous voulez faire des compos sans stratification, tu vois? Donc voilà, c'est vrai que je pense que on touche à plus de gestes à la fac ici, en tout cas d'après ce que j'entends quand je parle avec mes collègues, parce que je sais pas, mais je peux pas en être sûre, hein, mais nous par exemple on a posé des implants, aussi en dernière année, sur les humains quoi. Donc, tous les étudiants. Ouais, absolument. Ouais. Ouais. Oui, donc moi qui suis sortie en même temps que toi, c'est clair qu'il y avait vraiment une poignée infime d'étudiants qui avaient eu la chance de poser des implants. À nous, c'était dans le programme, donc il fallait qu'on le fasse. Donc c'est sûr que bon, après, on n'a pas fait plein de couronnes ou plein de compos, ce genre de choses. On en a fait peut-être à la fac 2 ou 3 couronnes, plutôt 3, mais je dirais qu'on a peut-être vu une palette plus large de gestes et on a pu y toucher en tant qu'étudiant. Voilà. Après, c'est sûr qu'au bout de 5 ans, dépendant de ce qu'on fait, on est tous à peu près au même niveau. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres, mais globalement, on a tous fait finalement le même nombre de gestes. Au bout de 5 ans, on est comparables. Mais j'avais trouvé que... Oui. Non, l'occluso, c'est quel principe d'occluso que t'as trouvé dans l'enseignement que t'as suivi? Ouais, alors le principe, c'est que tu fais le diagnostic sur les dents, les tout ce qui est la partie musculaire et la partie articulaire. Et puis, tu mets la personne en relation centrique. Moi, je l'appelle CR parce que forcément, j'ai fait toute ma formation en anglais, donc voilà. Et puis à partir de là, tu crées ton espace en fait à partir de cette relation-là. Et tu fais les reconstitutions à partir de là en essayant d'être le moins agressif possible. Et toi, tu as trouvé des similitudes après tu me disais, une fois que tu as fait GRF, ça t'a... GRF m'a beaucoup aidé, beaucoup plu dans le sens où pour faire les collages, voilà, et
les onlays, les inlays, j'en faisais déjà, mais là, j'avais vraiment vu comment il fallait faire les préparations. Donc, ça m'a beaucoup plu. Et t'as fait tous les cycles? Aujourd'hui, il y en a 4, je crois, hein, mais au moment où tu l'as fait, il y en avait 3, je pense. Ouais, le seul que j'avais pas fait, c'était le tout dernier, là, les érosions, c'est ça. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, parce que là, j'étais déjà repartie. Donc, t'étais repartie. Ouais, là, j'étais déjà repartie pour le Danemark, donc je trouvais pas là, j'avais pas la force à l'époque là d'aller de nouveau en France, dormir dans un hôtel, voilà, j'avais pas envie. Et puis, là, récemment, cette année, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait en fait tout le cycle d'Awson, c'est 3 grands modules sur les gouttières, le type des gouttières, les tests et tout ça avec de la pratique. Et puis ensuite, de là, c'est la planification des traitements esthétiques et la 3e partie, je sais plus comment ça s'appelle exactement parce que c'est le cours que je vais suivre le week-end prochain. Par contre, j'étais en train de réaliser que pour toi, c'est un avantage énorme parce qu'en fait, tu parles plusieurs langues. Ouais. Et de manière complètement fluide. Donc en fait, tu peux suivre des formations en français, en anglais, en danois. Tout à fait, ouais, tout à fait. En russe? Non. J'y suis pas allée, hein, donc je peux pas te dire. Je sais pas trop ce qui se fait dans la dentisterie russe, pour être honnête. Mais tu parles encore très bien le russe ou t'as un peu oublié? Non, je parle très bien le russe. Par contre, je connais pas vraiment les termes en dentaire, quoi. Parce que j'ai jamais travaillé là-bas. Hein. Je connais les termes en anglais, en français, en danois, parce que c'est les langues avec lesquelles je travaille tous les jours, mais pas en russe. Là, j'ai un peu de mal quand j'ai des patients russes. Ah. Et alors après avoir exercé un petit peu au Danemark, vous êtes revenu dans le sud de la France avec ton mari? On est revenu à Paris. On est revenu en région parisienne. Voilà, on était allé à l'ouest de Paris, dans une très belle région, Saint-Germain-en-Laye pour être exact. Pourquoi cette région-là? Alors parce que mon mari avait un contact au Kremlin-Bicêtre, à l'hôpital de Kremlin-Bicêtre. Il voulait bien essayer de travailler là. Et à Saint-Germain, il y a une école internationale. Et dans cette école-là, il y avait une section danoise. Et on voulait que nos enfants continuent à apprendre le danois. Et il se trouve que c'était finalement une très bonne école. Où ils voulaient vraiment, vraiment bien accepter les enfants qui venaient directement du Danemark. Et donc on s'était installés là. Et moi, j'ai travaillé à Poissy. J'ai acheté un cabinet à Poissy, en fait, en 2016. Et donc là, tu avais quel style d'exercice? Tu travaillais toute seule? Vous étiez plusieurs avec C'était une association, on était un SCI, c'était un CAB où il y avait normalement 2 associés et un collab. Donc moi, j'avais commencé en collaboration. Et puis un des associés était en fait très malade, je ne le savais pas. Donc il avait décidé de vendre et malheureusement, il est décédé d'ailleurs peu de temps après. Hein. Et on a exercé un petit peu de pression sur moi, mais c'est ok pour que j'achète parce que c'est vrai que c'était quand même la solution la plus facile. Donc, j'avais acheté. Et après, on a eu aussi une collaboratrice. Donc, on était 2 associés et une collaboratrice. Et donc, là, tu avais un exercice d'omnipratique? Tu faisais un peu de tout? Ouais, tout à fait. Omni. Je faisais pas d'implanto du tout. Et la transition du système de soins danois au système de soins français, tu l'as vécu comment? Alors, c'est une question un peu difficile, je dirais, parce que la transition en elle-même, tu sais, quand tu arrives, tout est nouveau, tu dois t'adapter, voilà, c'est juste intéressant et nouveau, hein. Mais une fois qu'on y a exercé pendant un certain temps, je dirais que je l'avais vécu mal finalement. Parce que c'est pas du tout comme ça que j'envisage un exercice de l'art dentaire moderne dans les conditions que la Convention offre à mes collègues français là actuellement. Voilà.
C'est-à-dire que sur le moment, ouais. Mais bon, tout le monde en est parfaitement conscient. C'est d'où l'intérêt aussi de pouvoir échanger, de discuter avec toi et d'essayer de comprendre un petit peu pourquoi il y a d'autres systèmes qui paraissent plus séduisants que le nôtre. Mais donc toi, en fait, quand t'as été pris aussi dans quelque chose qui s'est fait assez vite, parce que si t'étais pas forcément préparé à l'association, donc tu t'es associé parce que il se passait quand même, enfin c'était les conditions étaient un peu compliquées. Donc sur le moment, tu te posais des questions sans trop t'en poser, quoi. C'est-à-dire que tu travaillais, tu faisais ce que t'avais à faire, mais t'avais pas peut-être de recul. Sur si t'étais bien ou pas bien dans ton exercice. Mais ça, je pense que tu as entièrement raison. Je pense que tu as raison. Après, tu sais, même si tu te rends compte que tu n'es pas forcément super bien dans ton exercice, c'est quand même difficile de changer les choses quand on prend en compte la réalité. La réalité, c'est que tu as quand même des gens, une population qui n'est pas très aisée en France. Hein. Je parle du niveau général. Il suffit de voir le salaire moyen. Donc, une reconstitution collée à, je sais pas moi, 600-700 euros qui sont pas remboursés pour beaucoup de gens, ce n'est pas un choix facile et des fois c'est pas un choix possible. Donc si c'est comme ça que tu vois ton exercice, c'est difficile. Bon, si on prend l'endo par exemple, bon l'endo à l'époque où moi j'étais là et on était honoré à je pense 90 euros et des poussières avec les radios. Je sais pas comment on peut rentrer dans ces frais-là parce que enfin moi je fais l'endo et j'ai appris à faire l'endo souding. Une molaire, j'y passe 1h30, 2 heures. Tu vois, enfin c'est comme je pense la majeure partie de mes confrères. Mais voilà, c'est pas dans les gestes, moi j'étais très bien, mais le système, moi j'avais du mal à suivre parce que c'est pas du tout comme ça que j'avais appris à faire mon métier, quoi. Et donc vous êtes resté combien de temps à Saint-Germain-en-Laye? 2 ans. Un peu plus, ouais, 2 ans, on va dire, ouais. Et vous étiez dans l'optique de rester en France ou c'était dans votre tête? Écoute, à l'origine, en fait, on avait dit qu'on allait rester 2 ans parce qu'une année c'était trop court. Et puis quand j'avais décidé d'acheter, on était plutôt dans l'optique de rester de façon définitive. Et puis, et là, tu vas me poser la question, qu'est-ce qui a fait qu'on est parti? Ouais, exactement. Et écoute, moi, j'ai fait plus ou moins un burn-out. Enfin, c'est-à-dire que c'est sûr que j'allais au travail et tout ça, mais j'étais extrêmement malheureuse, quoi. Et mon mari, sa carrière n'avançait pas comme il avait prévu, on va dire ça comme ça. Et donc, parce que tu sais, lui, il est danois, hein, donc pour lui, la transition a été très très dure. Il était absolument pas habitué au fait qu'il y avait il est PH, donc c'est pas comme s'il était pas chef de clinique, hein, il était PH. Mais les choses que les gens acceptent sur un lieu de travail, lui, il pouvait absolument pas l'accepter. Il pouvait absolument pas accepter que tu avais des PH qui se permettaient de s'insulter, de hurler les uns sur les autres ou d'insulter les internes et ce genre de choses. Enfin, tout ça pour lui, ça a été inimaginable, tu vois. Ton mari, il est spécialisé en pédiatrie. Il est réanimateur en néonat. Ah oui. Ouais. Et donc, ce qui vous avait fait revenir en France, c'était par rapport à son parcours à lui, finalement. Je dirais que c'était les deux, parce que donc lui, on lui proposait de refaire encore un contrat de 6 mois, comme beaucoup de PH acceptent pendant plusieurs années. Et lui, il n'avait pas envie d'accepter ça. Et là, l'hôpital royal de Copenhague, lui, en fait, a proposé un poste de PH plein temps à partir du mois de juillet. Enfin, ils sont venus le chercher, en fait. Et vu que moi, je disais à mon mari que je pouvais absolument plus vivre comme ça et il me voyait
dépérir. Il avait dit non, enfin, on rentre. Il m'avait dit je veux que tu sois heureuse, ça, c'est pas possible. Mais finalement, c'était plus moi qui l'ai poussé à revenir que l'inverse. Lui, il voulait bien rester parce qu'il est très francophile, donc il voulait vraiment bien continuer, quoi. Mais toi, à ce moment-là, ce sentiment que tu ressentais où t'étais pas bien, tu remettais en cause finalement ton métier, ou tu savais que c'était pas le métier et que c'était le système français qui ne correspondait pas? Ah, c'était le système. Ouais. Le métier, je l'ai absolument pas remis en question. Le métier, j'adore mon métier. Je suis extrêmement heureuse d'avoir fait dentaire. Hein. Ça, c'est une des meilleures choses que j'ai fait pour moi-même. Donc, c'était le système. Je pouvais absolument pas continuer comme ça. Et j'aurais continué, mais j'aurais fini un antidépresseur, hein, je veux dire. Ah ouais. Mais parce que la charge, la pression financière, le problème lié à la rentabilité des actes, c'était quoi en fait, le fond Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a effectivement la pression financière avec la rentabilité au niveau des actes. Il y a le fait que en France, enfin, je savais, il y a toujours une charge en plus qui arrive, tu sais. L'URSSAF, je sais pas quoi, qui d'un seul coup, enfin, t'es pas trop au courant, ça te tombe sur la gueule. Il y a le fait que, en France, tu sais très bien qu'il y a quand même un manque de dentistes, hein, donc il y a quand même une charge au niveau des patients. Le nombre de patients qu'on voit par jour, parce que sinon, le temps d'attente va être trop long. L'état des bouches des patients, hein, je veux dire, j'avais jamais vu ça au Danemark, quoi. Donc c'est vrai que pour moi c'était les gens qui ouvrent la bouche et là tu te dis par où je commence, c'était quand même quotidien en France, même chez les gens de classe socio-économique élevée. Mon mari était aussi extrêmement choqué. Il me disait, mais je ne comprenais pas pourquoi les médecins, quand vous lisez les médecins, ils ont quand même des connaissances en matière de santé, mais comment ça se fait qu'ils puent de la gueule d'après lui mais aussi pourquoi est-ce qu'ils ont des amalgames, comment ça se fait qu'il leur manque une dent par-ci ou par-là. Enfin, pour lui, c'était absolument pas inimaginable d'être dans cet état-là, quoi. Est-ce que j'arrive pas à me dire que c'est que lié à un système défaillant, quoi. Il y a autre chose derrière. Il y a quand même peut-être aussi un problème culturel. Je pense, probablement, oui. Bien sûr qu'il y a un problème culturel. Il n'y a pas de prévention aussi. Tu vois, je pense que ça fait des générations et des générations qu'on va chez le dentiste que quand on a mal. Même ça commence un petit peu maintenant. On sort de ça, mais c'est très... écoute, moi ce que j'avais trouvé en France par rapport à cela, et je veux vraiment pas que taper sur la France parce que c'est quand même pas, c'est quand même un beau pays, il faut quand même aussi le dire. Mais premièrement, il y a un manque, une absence totale de prévention. Hein? Et donc là, effectivement, j'ai la chance de vivre dans un pays où le système est complètement différent par rapport à cela. Mais effectivement, les enfants, on leur apprend pas à se laver les dents. D'ailleurs, on se dit se laver les dents et pas se les brosser, n'est-ce pas? Enfin, je ne dis rien que là. La question, est-ce que vous utilisez le fil dentaire, et la réponse, où est-ce qu'on l'achète? Il a fallu que je vive 42 ans pour l'entendre, tu vois. Donc, parce que tout le monde ici sait où est-ce qu'on achète du fil dentaire. Enfin, les enfants savent où on achète du fil dentaire, mais pas en France. Les goûters, c'est quand même quasiment impossible d'acheter un truc qui n'est pas bourré de sucre pour ses enfants. Pour les goûter, toute la culture des desserts après chaque repas. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses il y a beaucoup de choses qu'il faudrait changer. Et puis là-dedans, au niveau, effectivement, il y a quand même un manque de rentabilité des actes, et je pense que c'est un problème qui a été là depuis très très longtemps. Donc je pense également que, et c'est encore une fois pas pour critiquer les collègues parce que je les comprends, parce qu'il y a aussi énormément de dents vraiment délabrées qui arrivent, mais le truc où si tu fais endo, inlay, corps, couronne, plus ou moins dans la même séance, il y en a quand même beaucoup qui le font. Je veux dire, il y en a quand même, et je les comprends, je veux dire, je comprends parfaitement pourquoi on est dans cette optique-là, ou pourquoi on dit je commence pas l'endo si le patient n'a pas signé le devis pour la couronne derrière.
enfin, je veux dire, il faut aussi qu'ils payent leurs factures aussi. Et souvent, d'ailleurs, c'est justifié, hein, les soins. Bon, après, voilà, moi, je suis habituée au fait que bah, si tu fais une endo, tu attends 6 mois, 1 an pour voir comment va la dent. Bon, après, tu vas me dire, la dent va péter. Non, pas forcément, parce que franchement, j'en ai beaucoup que je couronne jamais et qui ont juste des compos. Et franchement, je suis loin d'être la seule. Mais de toute façon, l'idée qu'une dent dévitalisée est plus fragile qu'une dent vivante a été quand même remis en cause ces dernières années. Tout à fait. C'est surtout le nombre de parois, la résistance mécanique de la dent. Voilà. Mais oui, le système français fait que, et t'as raison, on peut pas en vouloir aux dentistes de faire ça. Il fait que tu deviens pragmatique et que finalement tu t'adaptes au système, quoi. Bah oui. Donc on peut pas reprocher aux dentistes de faire ça. Donc t'essaies, ouais, il y en a. Tu veux aussi rendre service aux gens quand même. Enfin, je veux dire, tu veux quand même rendre service à tes patients. Donc si ton patient, il est d'après la nouvelle convention, bon, moi je l'ai pas vécu, mais je suis un peu dentiste de France là. Les métallocéramiques, les céramo-métalliques, pardon, sur les dents sur les incisives. Si c'est ça ou rien pour le patient, bon, voilà. Mais je veux dire, moi, ma dernière couronne céramo-métallique que j'ai faite, bah, je l'ai faite en France. J'en fais pas du tout ici. Ouais. Je fais tout simplement pas de céramo-métallique. Donc, je pense que ça aussi, tu vois, enfin, c'est aussi dans quel état d'esprit on est, dans quelle éthique on est. Et si rendre service au patient, tu sais que finalement tu le mutiles plus que d'autres choses, comme une couronne céramo-métallique sur incisive, à ce moment-là, effectivement, je pense qu'il y a un grand désaccord entre les choix qu'on fait et finalement son éthique. Donc ça aide pas vraiment au moral, hein. Non. Ça, c'est un vrai problème, ouais. Et donc, comment t'as fait à ce moment-là, quand vous avez pris la décision de revenir à Copenhague? T'as vendu tes parts? Comment t'as fait? Alors, j'ai mis mes parts en vente et j'ai eu la chance de pouvoir les vendre assez rapidement, finalement. Bon, j'avais perdu énormément d'argent là-dessus, mais écoute, au moins, j'étais libre. Donc voilà. Et t'as trouvé facilement après un cabinet sur Copenhague, t'as trouvé facilement à t'installer? Ouais. Il y a beaucoup de dentistes, comment ça se passe? Alors, il y a plus de dentistes qu'en France, hein, je veux dire de façon proportionnelle, hein, bien sûr. Hein. Sinon, on n'est que 8000. Hein. Alors, si tu as de l'expérience, il y a effectivement, tu trouves très facilement du travail. Et puis après, donc, je travaillais dans un cabinet et je voulais y acheter des parts, mais la dentiste titulaire voulait pas vendre. Donc, en novembre 2020, j'ai acheté mon propre cabinet ici à Copenhague, à 5 km de mon domicile. Ah, mais c'est tout récent alors. Ouais. Et donc là, quelle est la configuration actuelle de ton cabinet? Donc, c'est toi la gérante? Oui. Alors, donc il y a moi. L'ancien titulaire, en fait, je l'ai engagé en collaboration 2 jours par semaine. Moi, je travaille 4 jours par semaine. Et j'ai une hygiéniste qui travaille également 4 jours par semaine. Et puis, j'ai 2 assistants. Et je dis assistant parce qu'un de mes assistants est en fait un homme. Oui. Et j'ai une réceptionniste aussi. Donc l'hygiéniste, elle est libérale au même titre que toi. Alors, ou elle est salariée tu peux faire ce que tu veux. Il y en a qui travaillent en libéral, il y en a qui travaillent en salarié. Alors elle est salariée. Pour elle, à l'origine, c'était mieux d'être salariée parce que elle était toute nouvelle, donc son chiffre d'affaires n'était quand même pas génial. Je pense que petit à petit, je pense que je vais la passer en libéral. Enfin, si elle veut. Ouais. Mais, ça, c'est quand même bon, on en parle beaucoup en ce moment parce qu'on sait pas trop là où si on va enfin pouvoir nous aussi bénéficier de cette aide qui paraît complètement indispensable. Ça avance, mais on en entend surtout parler, mais on voit pas grand chose arriver.
Comment tu t'organises, toi, avec ton hygiéniste? Elle a quelle place au cabinet? Elle reçoit les patients à quel moment? Enfin, Alors, elle reçoit, en explique-nous fait, un peu. alors, tous les examens cliniques, que ce soit les nouveaux patients ou l'ancien, c'est elle. Moi, je fais pas d'examen clinique et détartrage. Pour les nouveaux patients, je viens voir les radios avec elle et s'il a besoin d'aide à un diagnostic, là, je suis là. Sinon, je passe juste dire bonjour aux patients, hein, pour qu'ils sachent une fois par an, en gros, pour qu'ils sachent que je suis là. Mais voilà, tout ce qui est consulte et détartrage, c'est elle. Tous les traitements de parodontite qui sont pas chirurgicales, c'est elle également. Donc ça, je m'en mêle absolument pas. C'est elle qui fait son examen complet de mesure de poche, quoi. Hein. Et puis qui fait le traitement par an. Et donc, elle m'adresse les patients si elle voit qu'au bout de 2-3 fois, il n'y a pas d'amélioration ou si c'est un truc agressif, qu'est-ce que j'en sais. Voilà, là, elle me les adresse pour la chire. Et alors, moi, je fais de l'invisalign au cabinet. Et donc, moi, je fais l'examen initial avec donc la détermination de la relation centrique, etc. Et puis, tout le reste du traitement, c'est elle. Je ne les vois pas du tout. C'est elle qui gère les réductions interproximales, toutes les gouttières, c'est elle qui les gère. Ok. Donc toi, ton exercice, en fait, tu t'es concentré sur quoi essentiellement? Alors moi, je fais sur, donc moi la chire, tout ce qui est implanto et les opérations un peu difficiles, tu sais, dans de sagesse, ça c'est mon collègue, donc l'ancien titulaire qui le gère parce qu'il adore la chire, donc moi je suis pas fan, donc comme ça on se partage les tâches. Je fais les compos, je fais bien sûr de la prothèse, je fais de l'endo, mais de l'endo qui quand elle commence à être un peu compliquée, là je l'adresse parce que voilà, sur une molaire, une 6 et une 7 en haut, je préfère que ce soit lui qui le fasse que moi, pour être honnête. Mais en première intention, ouais. Aussi en première intention, ouais. Et puis j'ai fait de l'occlusodontie avec les reconstitutions des érosions, de l'esthétique, voilà. Donc moi, c'est surtout pédo, de restauratif finalement. Tu gères aussi la pédo? Non, je la gère pas puisque, comme je t'ai expliqué ici, la pédo ici est prise en charge par la commune. C'est fou ça. Donc ça veut dire que vous voyez jamais passer d'enfants dans les cabinets en libéral? En général, non. Ah ouais. Mais après, rien ne t'empêche de bosser 3 jours au CAB et d'avoir 2 jours dans une clinique communale où tu fais que ça. Alors, les cliniques pédo ici, c'est pas juste, c'est les dentistes, effectivement, qui sont là. Souvent, ils sont jeunes, il faut le dire quand même, parce que c'est un peu, parce que bon, là, beaucoup de dentistes préfèrent la dentisterie adulte. Mais bon. Et donc, ils font effectivement tout ce qui est pédo, mais il y a aussi les orthodontistes qui sont là. Donc, tout ce qui est orthodontie prise en charge est aussi fait au niveau communal, où c'est gratuit pour les parents. Ah ouais. Ouais, c'est vraiment différent. Mais toi, tu me disais que ça te plaisait bien au début, non, la pédo? Non, mais il fallait que je le fasse. Non. Donc, J'avais cru comprendre. Mais tu peux me poser des questions sur pédo. J'y ai travaillé pendant 8 mois, donc oui, c'est pas... La pédo ici, c'est pas juste les soins. La pédo ici, c'est les enfants... En gros, des fois, il y a des classes entières qui viennent et là, les hygiénistes leur expliquent le lavage des dents, leur montrent tout ça. Ça, c'est aussi la pédo ici. Ouais. C'est toi qui adresse aussi chez l'ortho. Et puis, bien sûr, il y a les soins. Ça, c'est clair. Mais voilà, c'est la pédo, comme partout, c'est énormément de relationnel, de gestion. Mais c'est un énorme volet de prévention. Ça se passe dans ces cliniques publiques, qui se trouvent d'ailleurs en général au sein des écoles. Ouais. Et ils y vont combien de fois par an? Par exemple, toi, tes enfants c'est le dentiste qui définit combien de fois par an il faut qu'ils y aillent.
Donc, entre une et autant de fois Et ça se ressent après sur les adultes, c'est-à-dire que vous voyez Oui. passer, je veux dire, les bouches que, justement, tu me disais quand tu étais en France, t'étais assez choquée par l'état des bouches Ouais. des patients. Ouais. Et là, par exemple, les gens qui viennent, c'est quoi les demandes principales? Est-ce qu'il y a des grosses réhabilitations? Est-ce que c'est plutôt de l'esthétique? Est-ce que c'est plutôt Alors, si tu veux, ça dépend. Mais la demande principale ici, c'est... Alors, l'esthétique ici est quand même un peu aussi légèrement différente de l'esthétique hollywoodienne, par exemple. Donc ici, personne ne veut avoir ses dents blanches, lavabo, carrées, toutes les mêmes, tu sais. Donc, les grosses réhabilitations, oui, mais c'est surtout pour les gens avec des attritions, tu sais, des attritions, voilà. Oui. Donc, il y a ça. Il y a la demande en général, c'est que les gens veulent bien garder leurs dents naturelles le plus longtemps possible. Il y a, bien sûr, il y a des demandes de facettes, mais pas énormément. Il y a les couronnes, on couronne les dents quand il faut, si ça se casse et qu'on ne peut pas le reconstituer au compo. Mais sinon, tu sais, notre génération, enfin, je sais pas à quel âge tu as, moi, comme je te disais, j'ai 44 ans. Notre génération ici, c'est la génération qu'on appelle zéro carie. Et effectivement, les gens de notre génération, en fait, ont peut-être un ou deux compos dans la bouche s'ils en ont. Mais ils ont pas vraiment grand chose. Enfin, mon mari, lui, il a rien. Hein. Et pourtant, franchement, il mange des bonbons. Hein. Son frère, qui a 5 ans de plus, a, je pense, un compo. Donc c'est sûr que les choses qu'on fait sur les gens de notre génération, c'est si quand ils étaient enfants, qui par malchance, ils ont eu un amalgame, et c'est remplacer cet amalgame parce que tu peux avoir des infractions, ou parce que la dent s'est cassée, ou voilà. Et puis, il y a un peu de paro. Bon, ça, forcément. Hein, ça, avec l'âge, ça commence à arriver aussi. Il y a une différence au niveau relationnel. Tu sens les gens sont stressés de venir chez le dentiste. Est-ce que quelle image ils ont de cette profession et tu sens une différence à ce niveau-là? Je dirais oui et non. C'est-à-dire que les gens sont toujours stressés de venir chez le dentiste. Oui, tout à fait. Les gens les gens trouvent que c'est cher parce que ça l'est aussi, il faut le dire. Enfin, je sais pas si c'est cher, mais c'est beaucoup d'argent, on va dire ça comme ça. Parce qu'ici, on a la possibilité de prendre le prix qu'on veut, quoi, hein, de ce quand on fait nos actes. Et par contre, je dirais que les gens respectent moins l'autorité ici qu'en France, tu sais. En France, c'est bonjour docteur, voilà. Ici, les gens vont quand même remettre en question ta parole. Donc, c'est une relation où il faut que tu expliques peut-être un peu plus de ce que tu dois faire et pourquoi tu dois le faire. Après, c'est pas parce que tout le monde va aller sur Google et voilà, essayer de faire sa recherche, mais il faut que tu puisses argumenter pour ta cause, quoi. Hein. Enfin, moi, comme je te dis, je fais pas mal de cluso. Et c'est vrai que quand je commence à expliquer aux gens, en fait, les gens me suivent. Mais si je disais à un tiers de mes patients, il faut que vous ayez une gouttière et que vous la portiez plutôt plus ou moins 24 heures sur 24, je pense, parce que je vous le dis, je pense que j'allais me faire bouler. Hein, donc, mais sinon, non, je trouve pas qu'il y ait une énorme différence par rapport à la perception de notre métier. Hein. Par rapport au système danois, il y a une prise en charge, il y a un système d'assurance maladie, non. Pas du tout. Enfin, quand je dis non, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais en gros, non. Si tu veux, les systèmes de sécurité sociale, bien sûr qu'il y a un système de sécurité sociale. Donc, tous les soins, mais je parle pas du tout de dentaire, là. Les soins à l'hôpital, chez le médecin, tout ça, sont gratuits. Par contre, le dentaire n'y est pas. Mais, alors, quand on est conventionné, il y a une partie de nos actes où le prix, en fait, est défini par la Sécu. Et donc, qui nous donne aussi, qui nous rembourse, nous, en fait, directement. Enfin, le patient ne voit pas du tout cet argent passer. Mais le patient doit toujours payer une part. Toujours. Mais, par exemple, tu sais, ici, quand les gens viennent pour un détartrage,
tu peux pas juste faire, enfin si tu peux faire un détartrage, mais c'est un autre prix, c'est un prix libre. Mais sinon, il faut que tu cotes l'examen clinique et le détartrage comme minimum. Et donc, ces deux choses-là, par exemple, le prix est fixe et il est fixé par la Sécu. Après, sur les prix qui sont fixes, c'est ces deux choses-là. C'est l'extraction simple. Alors, attends. C'est les radios. Et alors, c'est aussi un traitement préventif. Par exemple, si tu expliques aux gens comment il faut se laver les dents, tu prends de l'argent pour ça ici. Hein. Tu peux nous donner les exemples, par exemple, tout ce que tu viens de dire, là, les consultations, détartrage, radio, donc prévention, enfin éducation à l'hygiène, c'est quoi les tarifs? Alors, pour la consultation, c'est à peu près 30 €. Le détartrage un petit peu plus, dans les 35. Une radio simple, c'est 20 €. Si c'est les bite wings, donc pour les deux côtés, là c'est 30. L'éducation à l'hygiène, c'est 25 € à peu près. En gros, si la consultation standard pour quelqu'un qui vient juste pour un contrôle régulier, il en a pour à peu près 80 €. Donc, par exemple, justement, ça se décompose en quoi? C'est-à-dire que la personne qui vient, est-ce que tu peux cumuler? Est-ce que tu peux coter radio, détartrage, consultation et éducation à l'hygiène en même temps? Tout à fait, ouais. En fait, il faut plus ou moins que tu cumules si tu... Enfin, en fait, t'es pas obligé. Mais si la personne, par exemple... Alors, quand les personnes viennent ici, il faut qu'on les place, si tu veux, dans la case verte, jaune ou rouge. Donc, les personnes où c'est vert, c'est-à-dire c'est les personnes qui n'ont aucun facteur de risque, qui n'ont aucune maladie, donc même pas de gingivite. Et donc, qui ont besoin, finalement, leur besoin, c'est de venir voir leur dentiste une fois par an. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le droit de venir 15 fois par an s'ils veulent. C'est juste qu'ils n'auront pas le tarif fixe parce que la Sécu ne le donne qu'une fois par an pour eux, pour la consulte et le détartrage. Les gens qui ont besoin de soins, donc c'est ce qui pousse aussi, j'imagine, les gens à faire de la prévention et à faire attention à leur bouche, parce que sinon ils savent que ça va leur coûter très cher. Alors, encore une fois, tu vois, moi je suis pas d'accord sur la discussion que c'est cher ou c'est pas cher. Moi je dirais c'est beaucoup d'argent, mais est-ce que c'est cher? Finalement, non. Parce que, je veux dire, quand je vais chez mon coiffeur, moi, j'ai fait une couleur, coupe couleur, et tu sais, comment ça s'appelle, balayage, machin. J'y laisse bien plus que ça, hein. Et ça, il faut que je le fasse, toutes les 5 semaines. Et n'oublions, c'est ce que je dis. Je pense qu'il faut, pas oublier que nous sommes dans un pays qui est quand même assez aisé. Les étudiants ici reçoivent tous une bourse et leur bourse est à peu près de 800 € quand ils sont étudiants à la fac. Voilà. Donc, ils sont tous là avec leur Mac. Moi, je trouve pas que ça soit cher. Je trouve que c'est beaucoup d'argent, mais c'est pas la même chose que de dire que c'est cher. Parce que nos actes ont une valeur et je trouve qu'on devrait être fiers de ce qu'on fait et qu'on devrait se faire rémunérer pour ce qu'on fait. Et sans être dans un coin puni ou honteux, tu vois. Moi, je pense... oui. Donc, les gens aussi ici sont dans une autre optique et c'est un pays aussi qui est plus aisé que la France. Il faut aussi le dire. Ouais, les salaires sont beaucoup plus élevés. Les salaires sont plus élevés, les impôts aussi sont très élevés. Mais par exemple, un exemple, les étudiants ici, tous les étudiants danois reçoivent une bourse de 800 € de la part de l'État danois. Donc, pour aller faire leurs études, qui sont gratuites d'ailleurs. Donc, je veux dire, pour moi, c'est aussi une question de priorité. Ouais. Si tu peux acheter un iPhone qui coûte... quand même 1500 € et comme la majeure partie des jeunes ont ici, tu peux te permettre de débourser 200 € dans tes dents et même 400 s'il faut.
Et donc dans tout ça, on a beaucoup parlé de mes deux dentistes qui se rejoignent, ils parlent beaucoup de dentaire. Mais tu vois, on n'a pas beaucoup parlé de la ville et du pays, mais surtout la ville dans laquelle je suis pas allée. Mais franchement, ça donne hyper envie, les photos que j'ai pu voir, et au niveau de l'ambiance aussi, quoi. Tu peux nous décrire un petit peu le mode de vie danois, tu vois, les changements que tu as trouvés entre nos deux pays, sur la façon de vivre. Ah bah oui. Alors déjà, la famille dans la société danoise a une valeur centrale et qui est tout à fait reconnue. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que si tu as un enfant malade, quel que soit ton poste, tu dis « je ne viens pas aujourd'hui parce que j'ai un enfant malade » et tout le monde te dit « bien sûr ». Et c'est tout à fait accepté. Donc, les horaires ici sont très, très respectés aussi par rapport à ça parce qu'on trouve que c'est très important que les familles passent du temps ensemble. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bon, mon mari est... Bon, moi, je suis dans le privé et je suis mon propre chef, donc je fais ce que je veux. Donc ça, on va laisser de côté. Je vais après parler de mes horaires, ça va faire rêver pas mal de gens. Mais parlons de mon mari qui, lui, bosse à l'hôpital, qui est PH, qui est responsable des malformations digestives, ici dans le plus grand hôpital du pays. Il fait max 40 heures par semaine. C'est très respecté. Hein. C'est-à-dire que s'il travaille plus, après, il a des jours de repos, bien sûr. Il est à la maison à 4h, 4h30, plus ou moins tous les jours. Il a effectivement des gardes, mais il a peut-être un week-end par mois où il est de garde. Et la garde, c'est 16 heures. C'est entre 3h30, 4h de l'après-midi jusqu'au lendemain matin. C'est pas les 24 heures. C'est jamais les 24 heures. Alors, ici, il est d'astreinte, parce qu'ils sont aussi des astreintes, en particulier pour les gardes de transport où ils couvrent les pays. Bon, il travaille le jour, puis après, il rentre à la maison. À part s'il y a un gros coup d'urgence ou ici il faut aller en transport, bien sûr c'est d'autres choses, mais à ce moment-là il est appelé s'il y a quelque chose où à ce moment-là il a une demi-heure pour venir au travail. Donc déjà de base c'est différent. Nous on a eu un souci pour une de nos filles qui a fait un gros coup de déprime et il est allé voir son chef, lui en a parlé et le chef lui a dit: tu prends les congés autant que tu veux. Bien sûr que tu auras ta place. Bien sûr que tu as ton salaire. On t'attendra. Alors maintenant, tu me trouves un chef de service de réa qui dit ça à un de ces PH dont le service a besoin en France. Oui, je pense qu'il y en a, parce qu'il y en a quand même beaucoup d'humains aussi, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Non, c'est pas culturel. Je pense que ça c'est culturel dans le sens où moi je me suis pas mal j'ai eu pas mal de prises de bec avec les dentistes en France où on me disait mais pourquoi tu dis que ta famille est plus importante que ta profession? Tu as quand même fait cette profession, c'est quand même un sacerdoce, c'est quand même pour aider les autres, etc., etc. Mais je suis désolée, j'adore mon métier, mais c'est un métier. Oui. C'est pas, je veux dire, si je tombe malade ou quand je serai vieille, c'est pas mon métier qui va s'occuper de moi, c'est quand même mes enfants. Donc je pense que déjà, on voit les choses de façon différente. Quand tu rentres ici à 5-6 heures, c'est considéré comme très, très tard ici. Ah ouais, d'accord. Donc moi, au niveau de mes horaires perso, moi, je travaille entre 8h et 6h le lundi. Je travaille entre 8h et 4 des fois 5 le mardi. Je travaille entre 8 et 3 le mercredi et entre 8 et 4 le jeudi. Je travaille pas les vendredis. Alors attends, quand tu dis entre 8 et 4, c'est-à-dire que tu commences le matin à 8h et tu finis à 16h, c'est ça? C'est ça. Donc, tu commences tôt quand même. Donc, mon dernier patient, toute la vie commence ici à 8h. Donc, l'école commence à 8h. Donc, d'accord. C'est pour ça. Donc, si tu veux, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la ville. Bon, le climat est quand même pas génial, hein, il faut quand même dire. Il pleut un petit peu. Non, mais il fait plus froid, il fait plus nuit. Donc, il y a aussi des désavantages, la ville, nous, donc, on habite à Copenhague dans une maison particulière. Et alors, moi, ce que j'apprécie à Copenhague et ce que j'apprécie au Danemark, c'est quand même plusieurs choses. Donc, moi, je suis maman de 3 filles. Et être dans un pays où l'égalité homme-femme est réelle
et vraiment pas juste un concept, eh bien, je trouve que que c'est très très bien, que c'est une chance. Parce que les filles ne se sont jamais posé la question sur est-ce qu'elles allaient pouvoir faire quelque chose ou pas faire quelque chose parce qu'elles étaient filles. Tu vois ce que je veux dire? Elles se font pas siffler dans la rue, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas vraiment imaginable qu'on fasse ça ici. Donc, moi, je trouve qu'il y a un autre respect par rapport enfin, tout le monde s'en fout, en gros, que tu sois fille, garçon, que tu sois homosexuel ou pas. C'est vraiment, ça n'intéresse vraiment personne. Mon mari a bossé 1 an et demi avec une collègue avant de savoir qu'en fait, elle était lesbienne, mariée à une autre femme et avait 2 enfants. C'est une des premières choses qu'on lui a dit quand elle était arrivée en France, qu'il y avait un autre médecin dans un autre service qu'il connaissait pas du tout dans un autre hôpital qui était homo. Ici, je veux dire, enfin, ici, ça n'intéresse vraiment personne, quoi. Est-ce que c'est vraiment du désintéressement, enfin, ou c'est plutôt du respect? C'est juste accepté, c'est juste comme ça. Enfin, pourquoi est-ce que ça, c'est pas un problème, quoi? Non, pourquoi c'est plus intéressant que qu'on soit hétéro, tu vois? C'est pas. Ils en parlent à l'école, ils en parlent de l'homosexualité, des transgenres, qu'est-ce que j'en sais, quoi. Donc c'est voilà, c'est juste c'est pas du désintéressement, c'est juste que ça fait partie de la vie, donc c'est pas. Et tes journées, c'est plutôt fluide ou c'est quand même très rythmé, assez intense, quoi, tu vois, entre poser les enfants à l'école, arriver au cabinet, faire ta journée de travail, repartir. Tu sais, je pense que quand on a des enfants, déjà, c'est toujours assez rythmé. Par contre, bon, moi, mes enfants sont maintenant plus grands, hein, donc je dis elles parce que j'ai que des filles, elles vont toutes seules à l'école, donc elles prennent leur vélo pour faire les 5-6 km qu'elles ont à faire. Moi aussi, d'ailleurs, toute la famille. C'est une ville où on fait du vélo. Hein. C'est ce qu'on voit, oui, beaucoup, Ouais, c'est un moyen de transport ici, donc voilà. Donc moi je les dépose pas, elles se débrouillent toutes seules et ça fait. Donc ça aussi, alors ça c'est un autre avantage du Danemark et aussi de Copenhague. Alors pourquoi je parle de Copenhague, parce que c'est quand même la capitale. Et bien que c'est une ville où tu te sens très en sécurité. Moi, ma fille de 17 ans, je la laisse sortir les week-ends, elle sort quasiment tous les week-ends actuellement, et elle rentre toute seule à 2, 3, à 4 heures du matin. Et si tu veux, je suis pas inquiète, quoi. Je suis pas là en train de l'attendre. Je peux te garantir qu'elle allait pas sortir seule à Paris ces heures-là. Hein. Ouais, c'est sûr. Mais pas que à Paris. Donc voilà. Donc pareil, la dernière a commencé à faire du vélo toute seule jusqu'à l'école, puis il y a 2 ans. Donc, elle fait, il y a les pistes cyclables, elle y va, et puis elle rentre aussi toute seule, elle va au scout toute seule, à 3 km de chez nous. Donc, les enfants ici ont une autonomie beaucoup plus grande finalement qu'en France. Ça, il faut aussi le dire. Et comment est configurée la ville, en fait? C'est étendu? C'est plutôt petit? C'est fait comment? Je dirais, la ville en soi-même est très petite. Mais déjà, si on compare, ça dépend à quoi tu compares, quoi. Le Danemark, il n'y a que 6 millions d'habitants ici, hein, donc c'est déjà dans tout le pays. Donc, il y en a 1 million qui vit à Copenhague et aux alentours. Donc, si tu veux, alors comment la ville est configurée? C'est une ville où il y a beaucoup de maisons particulières, contrairement à beaucoup d'autres capitales. Et maintenant, bien sûr que la première couronne, ce genre de choses, maintenant, ça fait partie de la ville, même si c'est pas Copenhague, ça l'est quand même. Tu sais, il y a le métro, il y a les RER, voilà. Il y a beaucoup d'espaces verts parce que les Danois tiennent énormément aux espaces verts et comme je te dis, les Danois tiennent énormément à leurs maisons particulières, donc il y a beaucoup de maisons particulières, donc c'est pas voilà. Puis après c'est une jolie ville, l'ambiance est très très sympa, surtout quand on va au centre-ville, il y a toujours plein de monde, les gens sont en général très bienveillants. Il y a des trucs marrants, culturels. Par exemple, les enfants, ici, tout le monde est persuadé que ça fait du bien aux enfants de dormir dehors. D'accord? Donc, tous les enfants, petits, hein. Tous les enfants, on les met dans des poussettes et on les met dehors. Donc, c'est-à-dire que si les parents sont dans un café, il y a une poussette dehors, il y a un enfant dedans, en général, qui dort. Ah ouais. Moi, mes parents, en particulier ma mère, pouvaient absolument pas s'habituer à ça. Elle sortait, tu sais, et était là en train de
de surveiller les gamines, là. Et mon mari, il me dit, mais elle fait quoi, là? Bah, elle surveille. Bah, qui c'est qui va voler un enfant qui est pas à soi? Donc, ta mère, elle est toujours en France, à Montpellier? Ouais, elle est à Paris, ouais. Ah, à Paris, ok. Et toi, aujourd'hui, tu te sens de quelle nationalité? Enfin, je veux dire, c'est quoi tes racines? Bah, c'est une très bonne question. J'aurais du mal à te répondre parce que je me sens très danoise dans ma façon d'être, mais je me sens aussi très française également dans ma façon d'appréhender le monde. Et je me sens quand même bien russe dans tu sais, des fois où il faut trancher les choses, tu vois. Tu te dis, bon, bah, c'est bon, quoi. Maintenant, on fait comme ça, puis c'est tout. Ou d'aborder les problèmes. Et je peux pas non plus faire complètement abstraction de mes racines juives, parce que, voilà, avec ce qui se passe dans le monde, avec l'histoire de l'Europe et les conflits et les actes terroristes qui visent malheureusement souvent cette communauté-là, bien sûr que je me sens aussi très juive, même si je pratique absolument pas, je mange du porc et mon mari n'est absolument pas juif. Donc, voilà. Et toi, c'était des racines juives du côté de ta maman ou de ton père? Et les deux. Et du côté de mon père, ouais. D'accord. Donc je dirais que je me sens un peu comme une citoyenne de monde. Je pense que c'est un peu ça actuellement, en tout cas de l'Europe. Mais de toute façon, pour toi, c'est maintenant le pays où tu veux exercer ton métier, c'est le Danemark. Bah, écoute, je me suis beaucoup plus épanouie au Danemark, en tout cas au niveau de mon exercice. Ça, je peux pas le nier. Après, est-ce que d'ici, quand les enfants seront partis, est-ce que j'aurai envie de partir ailleurs, quelque part où il fait plus chaud, et pourquoi pas le sud de la France? Possible. Ah ouais. Mais je pense pas que j'envisagerais ma pratique, en tout cas de la même façon que ce que je l'avais fait la première fois. Hein. Ouais, je comprends. Mais après, bon, les choses peuvent évoluer aussi favorablement, et on n'est pas malheureux. C'est ce que tu disais tout à l'heure. On n'est pas malheureux en France. Mais non. Peut-être qu'aussi c'était aussi ton tout début d'exercice. Hein. Moi, ça fait 15 ans que je crois que j'exerce, peut-être plus maintenant. Je compte plus, mais bon, ça fait au moins 15 ans. Et tu vois, j'en parlais avec mon mari hier, qui me disait que lui, il ressentait aussi que il commençait vraiment à prendre vraiment plaisir à travailler. Depuis peu, quoi. Tu vois, c'est un métier qui demande de telles connaissances, un tel savoir-faire. C'est de l'art, et en fait, on progresse en permanence et on passe des caps. Il y a des caps où on a l'impression d'avoir, ça y est, d'avoir atteint un bon niveau, et puis tu redescends un peu quelques temps plus tard, et tu te remets en question, et ainsi de suite. Donc c'est vrai que peut-être aussi que dans ton parcours, ça a pesé dans... Bah, certainement. Mais après, enfin, moi, si tu veux, alors, je pense que déjà, le fait d'être dentiste, je pense que c'est une chance, parce que finalement, on a quand même pas mal de liberté, hein, par rapport à beaucoup d'autres professions médicales. Hein, mais par rapport à l'exercice en France, les actes sont simplement pas rémunérés à leur juste valeur. Non, mais ça, c'est certain. Enfin, je pense que ça, c'est la réalité. Et je pense que malheureusement, la dernière convention ah oui, a fait du mal. A vraiment fait reculer, d'ailleurs, le métier de quelques dizaines d'années. Oui. Donc, je pense que ça contribue certainement au mal-être des dentistes, au mal-être sur lesquels on peut entendre des choses, on peut lire des choses des dentistes qui envisagent plein de formations, de se reconvertir, ou qui n'en peuvent plus, quoi. Parce que c'est sûr que même si on a une patientèle fidèle et tout ça, si tu peux pas si tu peux pas leur offrir les soins que toi tu considères comme peut-être pas les meilleurs, mais les justes soins,
je pense que enfin, pour moi, en tout cas, ça a été très, très frustrant. Voilà. Après, effectivement, je pense qu'on peut aussi prendre du recul et c'est juste... c'est aussi notre personnalité, comment on vit les choses. Hein. Parce que si tu voyais ma vie à Saint-Germain de l'extérieur, j'avais une très très bonne vie qui, je pense, aurait fait rêver pas mal de monde. Hein. Mais on vivait dans une maison, j'avais mon cap pas loin, je pouvais moduler mes heures, les filles étaient dans une super bonne école, on avait une fille au père, voilà. Après, si tu veux, moi, je le vivais mal. Parce qu'entre autres, j'ai jamais eu besoin d'une fille de fille au père avant. Parce que on était tous les deux en état de s'occuper de nos enfants. Hein, de nous occuper de nos enfants tout seuls, quoi, sans aide. Donc, moi, je le vivais mal. Après, c'est mon problème personnel. Hein, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient apprécié cette aide-là. Donc, je pense que c'est ça aussi. Hein. Tu faisais beaucoup plus d'heures quand tu étais installée à Saint-Germain? Ah bah oui. Bah oui, je travaillais entre 8h et 20h. Et tu voyais combien de patients par jour? 15-20, je pense. Ouais. Mais... Bah, il y avait aussi une demande. Puis tu sais, quand tu habites en région parisienne, tu ne peux pas te permettre d'arrêter à 4 heures. Parce que sinon, tu ne vas pas vraiment voir les patients que tu veux réellement voir. C'est-à-dire les gens qui ont un salaire. Enfin, soyons honnêtes aussi. Oui. Ils ont un travail, ils rentrent, ils peuvent pas être là avant 6-7 heures. Hein, donc, oui, c'est vrai. À l'école finit tôt aussi. À quelle heure l'école finit, genre... Bah, enfin, moi, mes filles sont 2 sur 3 sont au lycée français ici, mais... Donc, on peut pas... Mais sinon, c'est 2h30. Ah ouais. Qu'ils finissent 2h30, 3h. Remarque-moi, ma fille, elle vient de rentrer à 2h aujourd'hui, donc... Ouais. Bon, mais c'est pas tous les jours comme ça. Et tiens, d'ailleurs, je voulais savoir comment t'avais connu mon podcast, parce que finalement, sur les réseaux, j'imagine. Par Facebook. Donc t'es sur. Voilà. Et puis après, j'ai commencé à l'écouter. En particulier, je me souviens, je faisais un trajet en voiture pour chercher mes filles chez leurs grands-parents là ici. Ils habitent à 400 km, hein, mes beaux-parents. Et du coup, je devais m'arrêter à chaque fois pour changer le podcast parce qu'il y avait un qui finissait, je voulais bien écouter le suivant. Non. Donc, et puis après, je les ai tous écoutés et voilà. Bon, ça me fait plaisir. Et ça me fait plaisir d'être écoutée aussi loin, en fait. Mais, et donc, ça veut dire que tu es sur des groupes de dentistes en France? Bah oui. Ouais, je suis sur Dentiste de France ou Chirdan. Et tu vois, alors, tu vois un peu les discours passés, l'état d'esprit. Ouais. Moi, je lis pas tous les posts. Je suis pas très accro au réseau Facebook. Mais je vois quand même passer beaucoup d'agressivité et de frustration dans les posts qui m'inquiètent en fait. Je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est un petit peu marrant parce que quand j'étais là, moi j'ai l'impression qu'on était vraiment extrêmement confraternels, tu sais, on peut pas critiquer un confrère ce qu'il a fait, on se serre un peu les coudes, on est un peu en guerre, tu vois, mais en réalité, entre nous, on est quand même on peut être vachement désagréable. Hein? Ouais. Et même je trouve que des fois il y a des propos vis-à-vis des patients. Des fois je me dis j'espère que le grand public ou tu vois d'autres personnes n'ont pas accès à ces groupes, hein, parce que franchement ça peut vraiment nous donner une image hyper négative. Et il faut bien se dire qu'il y a certainement des gens qui sont pas dans du dentaire et qui viennent explorer un peu les groupes. Tout à fait. Ici, il y a eu quelques remous ici où c'était pas par rapport aux patients, mais c'était par rapport au syndicat des assistantes où ils ont carrément porté plainte. Ah ouais? Parce qu'il y avait des dentistes qui s'étaient exprimés dans notre groupe fermé, mais forcément, tu sais, si c'est sur Internet, ça se sait finalement. Ah oui, c'est un peu comme si tu... Et donc quand on partage les cas, pareil, dans un groupe fermé, même s'il n'y a pas le nom des patients, mais juste la radio, par exemple, il faut toujours écrire ici que le patient avait donné son consentement.
Ouais. On va pas rentrer dans le sujet parce que ça prendrait 2 heures de plus. C'est un grand sujet. Mais en tout cas, Yana, je te remercie beaucoup pour cet échange. Pas de rien. C'est toujours très intéressant de voir un petit peu comment ça se passe ailleurs. Et puis toi, c'est doublement intéressant parce que t'as exercé plusieurs métiers, t'as vu beaucoup de choses quoi entre les allées et venues que t'as fait entre la France et Copenhague et dans 2 métiers différents, ça donne une vision qui est vraiment vraiment très intéressante. Donc merci infiniment pour ce partage. Merci. Merci à toi et merci pour un très très bon podcast parce que je continue à l'écouter là quand je fais du vélo maintenant le matin. Ah ouais. T'es obligé d'écouter en 10 fois. Et si des confrères ont envie de te contacter pour en savoir plus sur l'exercice qui envisageraient peut-être, des fois il y en a qui envisagent de s'expatrier, ils peuvent te contacter, ils peuvent te joindre comment ? Alors, ils peuvent très bien me contacter. Déjà, j'ai une consoeur qui m'a contactée récemment, en fait, parce qu'elle envisage de s'expatrier. Déjà, sur le site de l'ambassade de France, il y a mes coordonnées. D'accord. Okay. Je te mettrai le lien pour mon mail pro, comme ça, comme ça. Celui-là, je le consulte souvent. Okay. Mais oui, alors s'il y a des confrères en consoeurs qui veulent s'expatrier, moi je dirais bienvenue. Par contre, c'est une bonne idée de commencer à apprendre le danois ou au moins parler très bien anglais. Ouais, ça c'est vrai que c'est un point important. Oui. Écoute, je te remercie et puis je te souhaite une très bonne journée. À bientôt, Yana. Bon, à bientôt. Au revoir. Vous venez d'écouter l'épisode 45 d'Entretien avec un dentiste. Si vous n'avez pas eu le temps de mettre des étoiles sur votre application d'écoute de podcast, c'est le moment de le faire. Ça m'aide à le faire connaître, c'est donc très très important pour moi. Pour ceux qui écoutent directement sur le player du site internet, je vous encourage vivement à vous abonner sur Apple Podcasts, Deezer ou Podcast Addict et à télécharger les épisodes que vous pourrez écouter n'importe où, sans prendre le risque que votre écoute soit interrompue à cause d'une mauvaise connexion. Allez, on se retrouve maintenant dans 2 semaines pour un nouvel épisode vidéo podcast.